7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, on évoque cette histoire de la violence en compagnie du sociologue Sébastien Rocher. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. On vous doit la nation inachevée, les jeunes face à l'école et la police aux éditions Grasset. Et puis, nous recevons Arnaud-Dominique Hout. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous avez notamment publié Les peurs de la belle époque et je vous avais reçu pour un autre livre, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, 19e, 20e siècle aux éditions Gallimard. C'est un livre qui vous avait valu le prix du Sénat du livre d'histoire. Et justement, je me suis dit que vous poseriez un regard sur la longue durée, sur ces phénomènes qui sont des phénomènes de vol, de violence, parfois de meurtre, qui sont aussi parfois, comme l'a suggéré mon camarade Jean Lémarie, des phénomènes d'incivilité, de violence verbale, mais qui n'en sont pas moins urticants, même si évidemment on a la vie sauve au terme d'un échange verbal rugueux. Quel est le regard de l'historien sur ces différentes évolutions, Arnaud-Dominique Hout ? Alors merci. Ce qui est intéressant, et ce que disait justement Jean Lémarie, c'est que on a un regard un peu de longue durée qui est celui de Norbert Elias, qui propose une théorie finalement un peu globale, le processus de civilisation, qui est une théorie qui fonctionne assez bien justement pour décrire l'histoire française, notamment des 18e, 19e siècles. En fait, ce qu'on retrouve dans cette idée générale, ce sont principalement deux choses. La première chose, c'est l'idée d'un contrôle renforcé de l'État. Alors c'est au fond le renforcement tout simplement des structures de l'État, mais aussi très concrètement de son appareil policier par exemple. C'est le développement très spectaculaire au 19e siècle de la gendarmerie, d'une police plus nombreuse, mieux formée, plus active. Donc de ce point de vue-là, le contrôle se resserre. Et en même temps, et c'est ça qui est intéressant dans l'analyse d'Elias, il explique que ce resserrement du contrôle extérieur s'accompagne, s'articule avec une sorte d'autocontrainte. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes changent leur manière de fonctionner, changent leur rapport à la violence. Alors, on peut y lire, par exemple, le développement de la politesse, les normes de politesse, les normes sociales, qui vont être justement plus contraignantes et qui vont rendre la violence plus inacceptable. Mais oui, parce que chez Elias, justement, ce phénomène, il trouve son origine à la cour. Et c'est la cour qui apprend aux êtres humains à entrer dans la modernité, à prendre les manières de table, ce genre de choses. Bref, il envisage un processus cumulatif et à aucun moment, si ma mémoire est bonne, un processus décumulatif où la civilisation pourrait, comme ça, s'évanouir par miracle. Alors c'est justement le reproche qui a souvent été fait à Elias, c'est que on a quand même quelqu'un qui décrit un processus de civilisation alors que lui-même a vécu dans l'Allemagne nazie. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Alors évidemment, Elias était très conscient de ce problème-là, et en fait, il y a réfléchi, notamment à la fin de sa vie. Et c'est là d'ailleurs que la notion de décivilisation, il l'emploie, mais alors de manière assez ponctuelle, mais il l'emploie de manière assez intéressante, je crois, en montrant que dans l'Allemagne nazie, mais on pourrait dire la même chose de l'Italie fasciste, il y a un changement aussi du rapport justement aux mots, à la brutalité du langage. Et Elias le dit, dans l'Allemagne des années 20-30, justement, il y a un changement assez radical, une vulgarité, c'est l'expression qu'il emploie, qui se banalise, et il la met en lien, évidemment, c'est pas le seul facteur explicatif, mais avec le relâchement du contrôle social, et avec l'idée que désormais, tout devient davantage possible. Donc chez Elias, il y a la possibilité de penser, alors pas forcément l'inversion du processus de civilisation, mais en tout cas son évolution. Oui, alors ça, ce serait une autre articulation, ce serait civilisation et barbarie. Oui, alors la notion de barbarie, elle pose évidemment question parce que elle désigne par définition l'autre absolu. C'est le fondement même de la définition de la barbarie, c'est retirer à quelqu'un sa dignité d'homme finalement. L'idée justement qu'on définit une frontière et qu'on ne peut pas la franchir. Ça a toujours été une méthode politique. Je pense qu'on peut rappeler, par exemple, en 1831, au moment où il y a les premières révoltes sociales, la révolte des Canuts, il y a un grand éditorialiste qui s'appelle Saint-Marc de Girardin, qui fait un article qui va être très commenté, où il dit « Les barbares ne sont pas dans les steppes de Caucasie ».
À l'époque, c'était la menace la plus lointaine. Il dit « Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières ». Et en disant cela, il désigne bien la question sociale et il dit bien le problème de la société industrielle qui est en train de se développer au XIXe siècle, ce sont les pauvres. Et on est bien dans une logique de lutte des classes, mais cette fois où la guerre est déclarée par les riches, avec l'idée justement qu'il faut se méfier du prolétaire parce qu'il pourrait vouloir des droits et donc ça peut finir en révolte et en guerre sociale. Donc l'utilisation de la notion de barbarie, elle est jamais scientifique. Elle est toujours dans le but de désigner un ennemi. Mais alors, pour le dire autrement, parce que quelqu'un, par exemple, comme Michel Foucault, considère que le procès de civilisation, la modernité, peut très bien s'accompagner d'un regain de cruauté. Mais alors, lui, le voit, Arnaud-Dominique Hout, non pas du point de vue des individus, mais du point de vue de l'État. C'est pour lui l'État qui peut être tout à fait de plus en plus cruel au fur et à mesure qu'il se modernise. Absolument. Alors c'est un peu un processus qu'on retrouve notamment dans les pratiques de répression, et notamment de répression de masse. Il y a toujours un débat aujourd'hui sur, par exemple, la répression de la Commune de Paris. Il y a toujours un débat sur le nombre de morts, mais il y a surtout un débat sur l'interprétation qu'on peut en faire. Est-ce que c'est une violence sauvage, débridée, désordonnée, un peu dans une logique de guerre civile, auquel cas on est plutôt dans l'idée d'une barbarie, ou est-ce que c'est au contraire un processus parfaitement maîtrisé par l'État qui veut faire un exemple et qui donc contrôle la violence de ses troupes, mais en même temps en faisant de manière organisée un véritable massacre. Donc le fait qu'on ait un contrôle n'empêche pas qu'il y ait une cruauté. Au contraire, ça rend peut-être même cette cruauté d'une certaine manière plus efficace. Sébastien Rocher, vous qui êtes sociologue, justement, lorsque l'on voit les normes auxquelles est soumise, alors cette fois-ci, la police, ou auxquelles elle devrait être soumise, lorsqu'on parle de violence policière, est-ce qu'on a affaire à un processus de décivilisation, autrement dit, une police qui oublierait son devoir, qui oublierait son contrôle sur soi? Est-ce qu'on a affaire à autre chose? Bref, votre regard là-dessus. Alors, je pense que la violence policière et sa dénonciation participent du mouvement de civilisation des mœurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus acceptable, bien sûr, de se faire assassiner, mais il est plus acceptable que son enfant soit agressé sexuellement par un prêtre, même s'il travaille pour Dieu, finalement, dans l'Église et au nom de Dieu. Et c'est la même chose pour les autorités publiques, par exemple pour les policiers. Le fait d'avoir un statut et de revendiquer une mission générale n'autorise plus à faire un usage de la force qui est jugé trop excessif, pour reprendre les termes juridiques. Donc en fait, on a une dénonciation des violences policières, c'est l'accumul de deux choses, la sensibilité à la violence qui évolue, et puis la visibilité de cette violence. Et c'est pour rebondir sur ce que fait le président de la République, c'est très intéressant de voir que là aussi, on va dénoncer la violence contre la police. Et je vais donner un chiffre. En maintien de l'ordre, il y a eu 0 policiers et gendarmes tués depuis 30 ans. C'est-à-dire que dans la gestion des manifestations, qu'on nous présente comme étant toujours plus sauvages, si on regarde sur 30 ans, il y a 0 policiers morts, 0 gendarmes morts dans la gestion des foules. Donc il y a vraiment un jeu politique autour de ces notions qui renvoient encore une fois à cette sensibilité. Les gens sont très sensibles à la violence, et donc dénoncer la violence, c'est se mettre du côté du bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud-Dominique Hout? Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette évolution générale, c'est-à-dire qu'on voit bien que la question de la violence dépend moins des faits objectifs, mesurables justement, avec tous les problèmes que pose cette mesure, que d'un ressenti. Et tout le problème du ressenti, c'est qu'il fonctionne finalement à un double niveau. Il y a la dimension presque anthropologique, c'est-à-dire quelle est notre sensibilité personnelle à la violence. Et ça, c'est une construction sociale, historique, qui évolue justement, qui est très difficile à voir évoluer, mais qui évolue. Et puis il y a un autre élément qui, je pense, change beaucoup les choses dans la période contemporaine, c'est la caisse de résonance médiatique. La violence, on la vit heureusement, rarement de manière directe. Elle est médiatisée justement par des images, par des sons,
par des perceptions, par des discours aussi. C'est pas uniquement les médias, c'est aussi les discussions entre les gens. Et de ce point de vue, je pense que là, on touche à une évolution qui est majeure, notamment sur les 10-20 dernières années probablement. C'est l'explosion des médias en continu, des chaînes d'information en continu, qui change tout de même radicalement le regard qu'on peut avoir sur la manifestation, dans la mesure justement où désormais on produit une quantité d'images et de commentaires qui est hors de proportion avec ce qui pouvait exister il y a encore 20 ou 30 ans. Il y a aussi les réseaux sociaux qui Bien sûr. nous informent autrement sur la violence, tout type de violence d'ailleurs. Mais justement, Arnaud-Dominique Hout, comment évoquer ces violences qui ne relèvent pas des homicides, heureusement, qui parfois d'ailleurs ne relèvent pas nécessairement d'une violence physique, qui peuvent relever d'une violence verbale. C'est-à-dire le sentiment qu'on a affaire à un affaissement, que le surmoi est moins présent qu'auparavant. Ça, par exemple, l'historien que vous êtes, est-ce que vous avez un regard sur ces évolutions possibles ? C'est compliqué parce que la question se pose vraiment sur une très longue durée. Et elle rejoint plus globalement des changements un peu comportementaux, notamment dans les normes sociales de la politesse. Alors, on a ça chez Elias, par exemple, typiquement. Absolument. Ce qu'on voit très bien, par exemple, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, à peu près, on est dans une société qui reste très maîtrisée dans les usages sociaux, dans les codes, notamment avec un discours de l'obéissance et de la déférence même qui est encore très fort. Et on observe avec la Première Guerre mondiale un premier bouleversement. La Première Guerre mondiale joue sans doute un rôle majeur de ce point de vue-là, parce qu'elle contribue par l'expérience de la vie de tranchée, même si elle n'est pas tout à fait socialement partagée, elle contribue tout de même à basculer plus largement du vouvoiement au tutoiement. Elle contribue à rendre possible l'usage d'une nouvelle langue. C'est pas un hasard si Céline, et pas que Céline d'ailleurs, après les années 20, dans la littérature sort justement une nouvelle langue, une nouvelle manière de s'exprimer. Et en fait, ce mouvement-là, il dit quelque chose aussi de la démocratisation de la société. Parce que l'ancienne société, celle qui était encore présente à la Belle Époque, c'était une société fondée sur un ordre hiérarchique que l'on pouvait contester, mais qui était globalement accepté par la majorité des Français. C'est beaucoup moins vrai quand on avance dans le XXe siècle, et c'est sans doute beaucoup moins vrai parce qu'il y a une horizontalité, notamment des réseaux sociaux. Alors, horizontalité qui est bien sûr très factice, parce que c'est pas parce qu'on peut tutoyer son supérieur hiérarchique qu'on est devenu son égal. Mais ça brouille les cartes, et ça contribue certainement aussi à compliquer les choses. Et je pense aussi à un élément qui me semble important, sur l'expérience très différente selon l'âge. On voit bien qu'il y a des pratiques, par exemple, on l'a vu dans la gestion politique des députés insoumis ces dernières années, on leur reprochait de ne pas porter de cravate, on leur reprochait de ne pas bien parler, alors qu'à l'inverse, le RN mettait une cravate pour habiller ses discours de haine. Donc on voyait bien finalement ici qu'un jeu sur l'apparence pouvait prendre une dimension politique. Mais alors, si la démocratie, c'est le sentiment du semblable, par exemple, ce que dit Tocqueville à ce sujet, le phénomène que vous évoquez, il est effectivement illustratif de cela, mais il fonctionne dans les deux sens. Il y a le tutoiement qui peut donc se généraliser, et puis il y a le tutoiement du policier par rapport à la personne qu'il est en train de contrôler. Et là, ce tutoiement, il prend une autre signification, Arnaud-Dominique Hout. Oui, bien sûr. Alors, parce que le tutoiement du policier, il s'inscrit dans une dimension différente. On n'est pas dans une logique, justement, de l'égalité, parce que ce tutoiement, dans la pratique du contrôle de police en particulier, il s'inscrit dans une situation qui est asymétrique, qui est inégalitaire. Par définition, il y a quelqu'un qui dispose de l'autorité, et même de l'arme, et en tout cas du pouvoir de verbaliser. Donc, l'introduction du tutoiement dans un cadre où, justement, il y a un rapport hiérarchique qui est présent, ça redouble finalement l'inégalité. C'est pour ça que cette question du tutoiement, elle est aussi sensible dans la pratique des contrôles de police. Elle renvoie à une vision finalement ici qui est stigmatisante, qui est humiliante pour les personnes qui, par conséquent, bien entendu, vont batailler pour obtenir le vouvoiement. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Rocher ? Alors, c'est une chose que j'ai essayé de regarder là, dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, dans La Nation inachevée, la manière dont les jeunes ont des relations avec les policiers, avec les enseignants,
peut être un facteur de leur intégration politique ou de leur désintégration, j'ai envie de dire, politique. C'est-à-dire que la nation, c'est pas juste une citoyenneté qu'on vous donne sur le papier, en fait, c'est la manière dont on est considéré par les agents de l'État. Et suivant qu'on est bien ou mal considéré, bien ou mal traité, tutoyé ou pas, brutalisé ou lors d'un contrôle, ou même simplement contrôlé versus ceux qui ne sont pas contrôlés, eh bien ça a un effet sur l'agressivité des relations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une société qui devient agressive indépendamment des rapports sociaux que les gens entretiennent. Eh bien, la manière dont les fonctionnaires traitent les jeunes fabrique de l'agressivité chez les jeunes. Quand vous êtes multi-contrôlé, bien, vous appréhendez le prochain contrôle d'une autre manière, dans un état d'esprit beaucoup plus tendu. Et inversement, chez les policiers, lorsque vous avez fait l'expérience de contrôles qui se sont mal passés, vous appréhendez le prochain contrôle de façon beaucoup plus tendue. Donc je trouve que pour moi, c'est essentiel de remettre cette question de la violence dans des relations sociales, et puis entre les relations entre l'État et ses agents et les citoyens. Arnaud Dominique Hout, je me suis demandé d'ailleurs si cette question de la violence, de la disparition de la violence, de la diminution, elle ne pouvait pas fonctionner également avec la disparition de la violence ritualisée, puisque si on reprend Elias et même les périodes antérieures, il y a une inscription de la violence légitime qui n'est pas seulement la violence d'État au travers de différentes activités. Peut-être que cette violence rituelle, elle s'est évaporée là aussi, ce qui provoque, je ne veux pas avoir une vision de la violence comme un stock disponible dans une société, mais on sait bien qu'il y a des phénomènes cathartiques qui peuvent ou non avoir leur incidence. Qu'est-ce que vous en pensez là aussi sur la longue durée? Alors, ce qui est intéressant, si on se positionne par exemple dans la longue durée du 19e siècle, pour rester sur une période qui a été un peu étudiée dans cette perspective justement, c'est qu'on observe des changements de la définition même de la violence. C'est-à-dire que le terme de violence ne va pas forcément être employé dans la première moitié du 19e siècle pour désigner des pratiques que nous, a posteriori, on considère comme telles. Je pense à des pratiques, par exemple, de rixe villageoise, à des pratiques que l'on définit ou que l'on comprend en tout cas à l'époque comme des pratiques quasiment sportives, ludiques, et qui, plus on avance, plus elles vont être considérées comme justement contraires, non seulement à la loi, mais à la limite la question de la loi ici vient après, elle vient habiller finalement, terminer le processus. En réalité, ce qui est important, c'est d'abord qu'on va produire une délégitimation par les discours sociaux et par les symboles finalement de ces pratiques. On va considérer justement que ces violences rituelles sont de moins en moins acceptables dans une société qui fonctionne selon des normes sociales différentes et fondées justement davantage sur l'état de droit, parce que la question de la construction de l'état de droit, elle est fondamentale ici. Jean Lémarie. Un affrontement ritualisé, c'est aussi évidemment le débat politique. On en a beaucoup parlé pendant le débat sur les retraites. Avez-vous l'impression que le débat politique aujourd'hui joue ce rôle cathartique? Je reprends le mot de Guillaume Erner. Alors, je prendrai un exemple peut-être qu'on a oublié justement, c'est le débat de 1904 autour des questions notamment de laïcité. Alors en 1904, ça peut nous paraître très loin et on peut avoir l'image d'une assemblée de grands orateurs. Il y a Jaurès, il y a Clémenceau, on en a gardé des très beaux discours. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a plusieurs séances qui dégénèrent, mais totalement, d'une manière absolument ahurissante. Tellement ahurissante qu'on a quand même, à la fin de l'année 1904, un député qui descend des travées de l'hémicycle pour aller gifler le ministre. Le ministre tombe au sol. On se jette sur le député qui va se réfugier dans les travées de l'Assemblée. Et là, on ne sait pas comment l'expulser. Parce que le problème, c'est que légalement, la garde républicaine qui fait la police de l'Assemblée ne peut pas rentrer. Ça va durer des heures. Donc ça, c'est quand même quelque chose de parlant. Vous l'expliquez comment ? On peut l'expliquer, alors évidemment on retrouverait régulièrement ce type d'incident par une polarisation extrême autour d'un débat qui est identitaire, un débat qui est constitutif de l'identité politique des groupes. En 1904, c'est la question de la laïcité. En 1947-48, où on va retrouver le même type de débat, c'est la question de la démocratie sociale et du communisme. Aujourd'hui, c'est la question du débat des retraites qui est une question fondamentale pour justement des partis politiques. Je pense qu'il ne faut pas forcément voir dans la violence du débat politique un problème en soi, c'est aussi tout simplement le révélateur qu'on touche à des questions véritablement centrales, véritablement profondes
pour les acteurs politiques. Un mot de conclusion, Sébastien Rocher. Je crois qu'il y a aujourd'hui un processus de civilisation qui n'est pas interrompu. La décivilisation chez Norbert Elias, en fait, ça qualifiait le moment où les nazis utilisent de manière systématique la violence physique pour éliminer une partie de la population, les juifs auxquels on dénie leur identité de personne humaine, en quelque sorte. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très loin de ça. Il y a des tensions, il y a une polarisation, ça a été très bien dit par M. Hout, mais on est très loin d'un processus d'inversion des valeurs fondamentales sur laquelle se construisent les sociétés occidentales. Mais alors, Arnaud Dominique Hout, en conclusion, vous voyez-vous, en dehors donc de ce phénomène finalement de pacification globale qui a été effectivement documenté assez largement aujourd'hui, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des modifications, une réapparition de la violence autrement, des formes différentes finalement d'agression de l'autre? Alors, là, quand on fait de l'histoire, on est obligé d'être extrêmement modeste sur les analyses qu'on peut proposer, parce que c'est une question d'échelle. Si on se place sur une très longue durée, il n'y a pas de doute qu'il y a une réduction de la violence et qu'il y a un processus de civilisation. Si on restreint l'échelle d'analyse, si on regarde sur une période plus courte, qui correspond en fait à l'expérience sociale des gens, à l'expérience par exemple d'un demi-siècle de vie, là on peut avoir le sentiment qu'il y a des logiques de violence plus fortes. Si on prend juste pour prendre un exemple, la question de la manifestation, il semble évident pour quelqu'un qui a commencé à manifester dans les années 90 qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'est devenu extrêmement plus difficile, plus compliqué, à la fois dans la pratique policière qui est plus répressive et plus violente, et dans la pratique manifestante qui peut être plus violente aussi. Donc, tout dépend de l'échelle finalement chronologique que l'on choisit. Et je pense que c'est aussi le travail des historiens que de rappeler, c'est peut-être une banalité, mais de rappeler justement que la construction de l'échelle, ça détermine la conclusion qu'on va avoir. Et prendre une échelle longue, c'est pas toujours une mauvaise chose quand on veut justement pacifier un petit peu la réflexion qu'on va avoir sur l'actualité. Et c'est ce que l'on retrouve dans vos deux livres, Arnaud Dominique Hout, Les peurs de la belle époque, ça c'est aux éditions Talendier, et ce livre qui vous a valu le prix du Sénat du livre d'histoire, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, ça c'est aux éditions Gallimard. Sébastien Rocher, merci d'avoir été avec nous. La nation inachevée, les jeunes face à l'école et la police, c'est aux éditions Grasset. On se retrouve dans quelques secondes pour le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.